l'esprit se balade. C'est notre bric-à-brac d'idées. Pas de vérité, juste le plaisir de chercher. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach. Chère libre penseuse, chers libre penseur, ce soir nous nous retrouvons pour parler d'un sujet dont j'ai l'intime conviction qui vous plaira à tous ceux qui aiment réfléchir, qui aiment découvrir. Tout d'abord, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, car nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne, et cela est un grand plaisir de pouvoir écouter, consommer ces produits de notre réflexion et de la réflexion de nos invités et de nos clients. Alors, je suis Frédéric Ranganayagi. Je suis coach professionnel et j'aide, même, je dirais, j'accompagne mes clients à réfléchir, à comprendre, à analyser, à choisir, à décider et surtout à passer à l'action, même quand cela semble difficile et voire même quand cela semble impossible. Maintenant que les présentations sont faites, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et pour ce bric-à-brac numéro 64, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous annoncer que mes travaux sur l'écriture avancent à grands pas. Dernièrement, je vous parlais que j'étais en train de rédiger une, on va dire un script de vidéo sur a-t-on tous besoin d'un coach? Ça a avancé, les idées sont venues et ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose de très important. Que quand on écrit, il y a quelques règles à connaître, quelques cadres à savoir pour faciliter l'écriture. Notamment, il y a des choses qu'on apprend généralement à très jeune. Quand je dis très jeune, je parle dans le cursus scolaire. Par exemple, quelque chose de très tôt que nous enseigne, c'est la forme et le fond. C'est le rythme, le style et un nombre de de connaissances, on va même dire un nombre de savoirs plutôt, un nombre de savoirs dont nous devons nous approprier pour obtenir une connaissance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, n déjà d'abord, clarifions quelque chose de très important, nous ne sommes pas égaux face à l'écriture et la lecture. Pour certaines raisons qu'on peut citer, par exemple des études d'anthropologiques, sociologiques, ce qui signifie quoi? Que clairement que, selon où nous sommes nés, avec qui nous fréquentons, par exemple, plus prochement nos parents, ont un impact significatif sur notre appropriation de la lecture et des mots. Bien entendu que ces études qui ont été faites, bien entendu, il y existe des cas qui, heureusement d'ailleurs, arrivent à s'en sortir malgré un contexte familial ou environnemental, on va dire, non, facilitant pour l'accès au plaisir de lire et d'écrire et ça, heureusement. Mais c'est combien de pourcentage de personnes par rapport à l'ensemble des personnes qui ont un vocabulaire assez restreint, dont j'en fais partie, dont j'en faisais partie et dont grâce heu, à des portes d'entrée fondatrices au savoir et là je pense à, bah, Mélanie qui m'a amené à des ateliers, je pense à notamment, à CH Boima qui m'a amené un cadre théorique qui a renversé ma et qui m'a obligé quelque part à revoir les choses, et ma façon de penser, a mis des mots, sur un dysfonctionnement quelque part et m'a expliqué les tenants et les aboutissants. Grâce à un cadre théorique sur lequel il a travaillé pendant plus de 20 ans, voire plus et dont, les réponses ne sont pas encore toutes faites, mais cela donne quand même certains
point de vigilance, certains points d'éclairage sur la situation, qui est clairement l'empêchement de penser chez les enfants, dont je vous recommande fortement la lecture, ou du moins d'aller écouter ce qu'il dit par rapport à ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir élargir quelque part votre modèle et pouvoir présenter les choses malgré si vous ne que vous êtes que et c'est là une autre idée qui est très intéressante, dont j'ai déjà évoqué sur certains postes, dont la différence entre reconnaissance et accord. Et quelqu'un qui n'a pas été initié au débat, quelqu'un qui n'a pas été initié au plaisir de la lecture, et surtout à la vulgarisation scientifique ou même aux procédés de recherche scientifique, pourrait avoir quelques réticences à peut-être percevoir cette nuance. Et elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante parce que dans le débat, pouvoir retranscrire une idée de l'autre, une idée d'une autre personne, que nous l'apprécions ou pas l'idée, le simple fait de pouvoir la retranscrire, la reformuler avec nos propres mots pour montrer qu'on l'a comprise, et ensuite pouvoir affirmer les arguments sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et pouvoir développer, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est un exercice si important si nous voulons ne pas nous enfermer dans certains dogmes, dans certaines façons de penser qui nous restreint et qui nous empêchent d'accéder à une liberté éclairée par le savoir. Et moi-même, dans mon cas, je me rends compte, ça fait quand même quelques années que je m'exerce à pratiquer cet exercice. J'ai beaucoup évolué, j'ai transité, et je remarquais qu'au début, j'avais du mal à reprendre les propos d'un interlocuteur, et pouvoir, avoir cette nuance de se dire, «Ce n'est pas parce que j'écoute et et que j'arrive à reformuler que cela signifie que je suis en accord avec l'idée qui a été formulée». D'ailleurs, cela me fait penser clairement à un post que j'ai vu, récemment, où, c'est un professionnel de la santé qui essaie de faire la différence, le distinctif entre la thérapie et le coaching. Et là, il y a un professionnel de la relation d'aide, de coaching, qui vient et qui définit le coaching, et qui donne une définition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre personne qui vient commenter et qui va, par son commentaire, peut-être, et là, il y aurait matière à débat, mais je pense sincèrement qu'il a fait une assertion, une acception qui invite au débat. C'est-à-dire que, sa façon d'analyser le message de la première personne, eh bien, est clairement une invitation à débattre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la posture du coach. C'est la posture du coach et qui qui va comment il va gérer ce conflit, et un conflit, c'est quoi? C'est tout simplement un désaccord d'idées, selon Marwan Méry, que je vous recommande d'ailleurs ses ouvrages, qui co attention quand même quand je vous dis je vous recom celui-ci quand même, après avoir relu quelques passages, je mettrai quand même quelques guillemets pour vous dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment quand il définit, le concept qui fait la différence entre sympathie, et empathique. Qu'est-ce que quelqu'un empathique? Qu'est-ce que la sympathie, et cetera? Et aussi, un des critiques que je ferai de cet ouvrage, c'est la non-filiation de ses connaissances. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est lui qui a fondé ces théories quand il le partage? Est-ce que c'est lui qui le dit? Ou quelles sont les sources de ce qu'il avance? Et ça, moi, avec mes recherches, j'ai pu retrouver certaines sources, je connais certaines sources que je peux, à y apporter. Mais cependant, c'est dommageable quelque part de ne pas citer les personnes qui ont travaillé. Par exemple, il y a certaines, notions dont il partage, et malheureusement, il ne dit pas de qui provient cette source. Il dit il n'y a pas de lien direct, et c'est dommage parce que cela enlève tout la crédibilité pour moi de cet écrit, et on passe à côté de quelque chose parce que finalement, si quelqu'un veut chercher vraiment, il aura du mal à voir d'où vient cette connaissance. À moins qu'il a créé cette connaissance, mais je m'en doute fort puisque
cela demanderait énormément de comment dire? C'est impossible, humainement, c'est impossible, heu, de parce que, il a reçu la langue française, de par déjà juste ça, c'est quelque chose d'extérieur qu'on lui a transmis, de par les concepts qu'il y aborde, lui-même lui dit que certaines études et cetera, partage, décrit et c'est impossible qu'un homme sache tout ce qu'il a décrit de son livre. C'est-à-dire, c'est impossible que lui, il a fait toutes les recherches de cela. D'inventer les concepts, de travailler cliniquement et cetera, sur les types de profils et cetera. C'est un peu, c'est impossible. Voilà mes arguments, c'est parce que, un homme ne pourrait pas, hem, en si peu de temps, pouvoir formaliser, théoriser autant de concepts, que ce soit des concepts cliniques, de concepts, médical, que de concepts, rhétoriques, en un seul, une seule vie. C'est impossible. C'est obligé et obligatoire que, qu'il a fait recours à certains savoirs qui étaient déjà théorisés par d'autres personnes et moi, ma critique sur son ouvrage, en tout cas pour lui, c'est il n'y a pas de filiation claire, il n'y a pas de source claire dans ce qu'il dit et on pourrait dire, que, bah, parce qu'il le dit, c'est vrai mais comment vérifier cette information quelque part? Et c'est là où, j'ai été un peu refroidi par rapport au début, et du coup, quand je cite celui-là, je vais apporter une certaine rigueur, une certaine précision pour vous dire, prenez certains passages qui sont intéressants quand il définit certaines choses et il y a d'autres choses qui ne sont pas du tout, pour moi, elles ne sont pas du coup en accord et qui sont plutôt de l'ordre, d'un discours performatif ou peut-être pas performatif, mais d'un discours plutôt enfermant, que quelque chose qui est intéressant pour, heu, s'élever intellectuellement et dans sa réflexion et même, je remets en question certains aspects, de cette négociation-là, de cette présentation de la négociation complexe sur certains outils, certains cadrages, pour moi qui n'est pas suffisamment, heu, sourcé et quelque part, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement, il existe une façon de négocier et est-ce que finalement, qu'est-ce que négocier finalement? Et quand on va regarder la négociation complexe comme il le décrit et quand on va aller voir qu'est-ce que la rhétorique, on va voir, il y a des ponts, il y a certains ponts et c'est en faisant ces ponts qu'on arrive à avoir une certaine nuance aujourd'hui, par et c'est ça qui a fait la différence aussi finalement. C'est-à-dire la première fois que je lis son ouvrage, j'étais quand même intéressé et curieux, je me suis dit: «Ah ouais, c'est intéressant» et j'ai bien aimé certaines façons. Mais c'est là où avec les lectures, heu heu, comment dire? Avec les pas les lectures, le mot que je cherche, c'est, hem, c'est en on va reformuler, c'est en multipliant les lectures avec des horizons variés et différents, qui m'a permis d'avoir ce regard de lucidité et tout d'un coup de me dire: «Mais attends, il y a pas de source!» Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On définit la négociation complexe, il y a pas de source? On se réfère à qui quand il parle de tel concept, de telle théorie? C'est là, j'ai été complètement refroidi, par cela et aussi, ben, c'est et voilà, pour revenir à tout cela, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans cet ouvrage, Négociation complexe et il y a des points de faiblesse qui manquent de source. Voilà, fermons ce débat, pour cette ou pour cette partie-là. Revenons à ce commentaire de coach qui donnait une définition à lui de en différence entre thérapie et coaching et une personne qui vient et qui, apporte son analyse sur le commentaire et donne son jugement, on va dire, heu et et là, la question, moi, n'est même pas sur le fait que, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? La question est juste la posture du coach face à quelqu'un qui vient apporter une remarque, qui vient apporter une question, une critique, un jugement, sur ce qui est dit. Et là,
Je me dis quand même, c'est quand même étonnant et je me dis: «C'est révélateur du monde du coaching». C'est révélateur, je me suis dit: «Bah oui, c'est encore quelqu'un qui croit savoir et qui ne sait rien». Pourquoi je dis ça? Parce que quand quelqu'un apporte une critique et même si cette critique n'est pas constructive, et que vous avez décelé une erreur de raisonnement, il y a une façon d'argumenter. Il y a une façon de montrer en quoi nous sommes un coach, nous sommes un coach superviseur. Alors, d'autant plus que nous sommes une étiquette de coach superviseur. Ce que je veux vous dire, c'est que dans ce que nous affichons comme étiquette, quand nous prenons une certaine étiquette, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans tout ce qui suit, qui découle. Surtout, non pas dans toute la majorité de sa vie. Je ne demande pas d'être un expert tout le temps, à chaque instant. Mais quand nous communiquons sur les réseaux et que nous faisons notre connaisseur, pour ainsi dire, que nous essayons d'enfermer le coaching dans une définition qui, ma foi, pour moi, n'est pas une définition dans laquelle je me reconnais, parce qu'une des distinctions, c'est-à-dire qu'il a mis l'accent sur que la thérapie va amener une personne pour soigner une souffrance. C'est un parcours de soins pour soigner une souffrance et que le coaching, c'est accompagner un individu à atteindre un objectif. Et cette distinction, pour moi, ne me paraît pas intéressante parce que on pourrait dire et pourquoi pas intéressante? Parce qu'on pourrait dire, bah, on pourrait dire que l'objectif, c'est de soigner la souffrance. Ce n'est pas assez clair. C'est-à-dire que dire cette formulation ne précise en rien de la qualité de précision, qui permettrait de faire la distinction entre une thérapie et le coaching. Et c'est là où je le redis, c'est malheureux de voir cette posture de coach savant, qui se croit savoir et qui ne sait rien et qui est finalement dans la tournure, heu, amène, heu, amène à être c'est une fermeture hermétique, à la critique, et c'est là où l'importance de reconnaître et d'être en accord. Ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, quand vous regardez l'échange, on voit que la personne, elle est agacée et même l'échange se poursuit. L'autre personne, elle est là dans une posture d'essayer de comprendre et elle essaye de demander des arguments et là, tout de suite, il y a une porte qui s'est fermée. Peut-être un manque de sécurité de la part du coach. Moi, je me suis dit: «Il faut quand même être en insécurité pour répondre de cette manière et de fermer le débat de cette façon-là». Et la personne qui avait écrit, il disait que quelque part, que le coaching était une forme de thérapie et que, et lui, il avait fait une représentation intéressante et où je me suis dit: «Mais où est-ce qu'il a vu que le premier commentaire faisait la distinction entre le milieu personnel et le milieu professionnel?» En fait, c'est là où il y a un désaccord et c'est comment on le gère, c'est pour moi, c'est ça qui est problématique. C'est en tant que professionnel, surtout dans les réseaux, celui qui écrit comme ça, c'est celui qui montre, celui qui répond comme je vous ai parlé là, c'est celui qui montre qu'il n'a pas réfléchi, qui était dans l'instantanéité des choses. Il ne sait même pas surseoir son jugement, ni sa réflexion, son action. Cela est très dangereux. Imaginez-vous bien que vous êtes supervisé par quelqu'un comme lui. C'est dangereux parce que il ne veut pas, il ne vous il ne va pas vous inviter à surseoir vos jugements quand vous le faites. Il ne va pas vous montrer l'exemple à faire dans certaines situations et il ne va pas montrer ce que c'est que, accord, désaccord. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que c'est. Je me pose la question pour répondre comme ceci. Je me dis: «C'est incroyable de répondre aussi vite et de fermer la porte et d'attaquer l'autre aussi de manière aussi, heu, pour pas dire aussi, grotesque. J'ai été déçu de voir ça parce que ça m'a fait un lien avec la formation de coaching que j'ai reçue et je me suis dit qu'il avait parfaitement sa place en tant que formateur coach dans cet organisme et je me suis dit: «Et oui, c'est ça un problème, une des problématiques du monde du coaching, c'est non seulement qu'il n'y a pas forcément de définition claire et précise qui fait consensus.
Entendons-nous bien, j'ai conscience que certaines personnes, certains professionnels se sont regroupés avec une bonne foi, certes, avec une bonne intention, pour essayer d'encadrer la profession et de pouvoir amener, aboutir à une définition qui fasse consensus. Il y en a 3 des fédérations aujourd'hui que je connais, EMCC, SF Coach et ICF, Synergie. Moi, personnellement, ma position, vous la connaissez. Je ne suis pas en accord avec leur façon de faire, ni avec la rigueur intellectuelle qui y est adossée. Ce qui signifie qu'il ne correspond pas à mes critères d'exigence par rapport aux productions de savoir, par rapport aux méthodologies de mise en œuvre. Et ça, je m'en suis éloigné. Et d'ailleurs, c'est un des points, je vais en parler ici pour vous donner un peu plus de corps dans mes idées. On a tous besoin d'un coach. Euh, D'abord, je voulais, pour répondre à cette question, je voulais partager quelque chose qui est très important. Avant de dire est-ce qu'on a besoin ou pas de quelque chose, il faut le définir ce quelque chose. Et j'ai tenté moi de mon côté, de réfléchir, de surseoir mon jugement justement et de pouvoir prendre les choses avec recul, avec, discernement. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce que je veux enseigner et transmettre à mes clients. Et pour ce faire, il existe des cadres, il existe des définitions, des concepts d'idées à connaître, dont on transmet à nos clients pour justement qu'ils puissent se nourrir, quelque part s'éduquer, pour ensuite pouvoir transformer ce savoir en connaissance. C'est-à-dire, un savoir, c'est quelque chose qui est un objet, qui est rigide, qui est théorique, qui est théorisé, et qui est transmissible. Et on va transformer ce savoir dans un processus pour que la personne, en le partageant, puisse l'amener à se connecter avec ses représentations internes. Et c'est le résultat de cela, de ce savoir connecté avec ces autres informations qu'il possédait, et de cette articulation qui va pouvoir le permettre ensuite de mobiliser cette connaissance. Et c'est là où on arrive à une connaissance chez la personne. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vous ai dit que finalement, il faut se forcer. Et bien de qui je comprends cela? C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup l'écrit, qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle «La saveur des savoirs» de Jean-Pierre Astolfi. C'est quelqu'un qui, pour moi, est quand vous allez lire son ouvrage, j'ai été ému. J'ai été ému parce que il a mis des mots sur quelque chose, de concret, quelque chose dont j'avais idée, je pensais déjà à ça, mais c'était de l'ordre, du déclaratif. Vous voyez ce que je veux dire? Il explique très bien cela avec ses mots et quand j'ai lu ça, c'était une entrée, c'était une fondation à l'entrée en matière pour intellectuellement remarquable et c'est là où, quand vous livrez les 1 pages de son livre, c'est là que vous comprenez tout de suite, ce que c'est que le coaching pour moi. C'est-à-dire qu'il va expliquer, il va prendre le temps de vous expliquer ce que c'est qu'une information, qu'est-ce que c'est qu'un savoir, qu'est-ce que c'est que ce processus de rencontrer un cadre théorique qui va chambouler notre perception des choses et va nous amener à faire évoluer notre changement de perception. Et ça, c'est vraiment ça le coaching, c'est faire émerger des informations et là on peut parler de savoir tacite. Savoir tacite, ce sont des savoirs dans lequel qui sont présents, vous savez le faire, vous savez réaliser certaines actions, mais quand on va vous, demander par exemple d'expliquer, comment vous vous y prenez, vous allez avoir du mal à le faire. Par exemple, qui parle de ça? Pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, c'est Michael Polanyi. Et par exemple, quand vous montez à vélo, pour garder cet équilibre, c'est quand vous faites, et cet équilibre, vous savez assez naturellement le faire. Mais quand je vais vous demander de m'expliquer comment vous le faites, vous aurez un peu de mal à m'expliquer exactement quels sont les mécanismes, quels sont exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous arrivez à le faire et comment vous le faites. Vous allez peut-être essayer de bricoler quelques explications
Mais ça ne fonctionnera pas forcément parce que, si on vous impose une certaine rigueur, une certaine recherche de précision, de justesse et de recherche de vérité, eh bien, vous allez tout de suite être à court de mots et vous allez potentiellement, hem, ne pas y arriver. Heu, Parce que cela nécessite, de transformer un savoir, heu, qui est présent, même un c'est même un savoir-faire qui est présent, heu en un texte et juste cela, c'est vous savez à quel point écrire c'est difficile, surtout quand on a de la rigueur, de la précision, de la justesse et de la recherche de vérité. C'est là qu'il va demander des efforts, de déployer des efforts et se pose la question, comment je sais ce que je dis est vrai? Comment je sais ce que je j'annonce est vrai? Est-ce que ce n'est pas juste un discours performatif? Parce que je le dis, ce c'est vrai? Comment je le démontre? Comment, quelles sont les méthodes que l'homme a inventées pour pouvoir valider une connaissance ou pas? Voilà des questions assez primaires qui a été travaillées sur toute la partie de l'humanité et j'aimerais, encore une fois, citer, un homme qui a vraiment, apporté beaucoup à aux sciences, et dont, ça cette, je vais prendre le temps de bien dire son nom, heu, peut-être, Karl Popper. Vous le savez peut-être, il se nomme Karl Popper. Il a fait une théorie, je vais la rappeler ici, c'est la falsifiabilité et ça a vraiment aidé la science, ça a apporté quelque chose, qui qui a permis, d'un point de vue intellectuel, de pouvoir, avancer énormément et de pouvoir être, avoir cette posture de toujours de se mettre en action, de recherche parce que potentiellement, ça nous rouvre une fenêtre qui dit: «Ce qu'on sait est vrai jusqu'au moment où». Ça, c'est très important et c'est en science qu'on a cette, compréhension des choses et où on s'aperçoit que chacun, nous travaillons sur des briques. Et ensuite, il y a des gens qui vont analyser ces briques, qui vont les assembler, ils vont faire des théories, ils vont faire des conclusions et d'autres personnes vont venir, elles vont analyser à leur tour, ils vont analyser la méthodologie, ils vont reproduire l'expérience et vous voyez, c'est quelque chose de tellement titanesque que j'ai une phrase qui représente parfaitement cette chose-là, de cette ampleur de connaissance et de non-connaissance des choses. Je vais vous la retrouver et cela a été, écrit même, je l'ai trouvé dans un texte de, alors est-ce que je l'ai noté ici? L'île mystérieuse. Hop, hop, fiche, je vais vous lire un passage et ça va représenter cette idée de à quel point on ne sait pas grand-chose et qu'on on avance de manière assez empirique en science et on essaie de bricoler parfois des choses et d'autres vont essayer d'analyser ce qu'on a bricolé et voir si ça se tient la route. Parfois oui, parfois quelques années plus tard, ça c'est il y a un cas où ça montre que ça ne fonctionne pas et du coup, il faut repenser carrément toute la théorie, tout le modèle et toute la conception méthodologique, analytique et ça, c'est passionnant. Ça veut dire que on se rend compte à quel point on sait des choses mais on ne sait pas tout et c'est un extrait de L'île mystérieuse de Jules Verne, peut-être que vous connaissez et c'est à la page 640. Pour vous donner un contexte, c'est 2 personnages qui discutent, Pencroff qui est un marin, et Cyrus Smith qui est un ingénieur.
et vous allez voir, c'est 1, 2, 3 lignes, mais ces 3 lignes qui représentent parfaitement l'idée que je vous ai dite tout à l'heure. Voici l'extrait. «Et pourtant», ajouta Pencroff, qui montra une certaine difficulté à se résigner, «le monde est bien savant. Quel gros livre, monsieur Cyrus, on ferait avec tout ce qu'on sait!» «Et quel plus gros livre encore avec tout ce qu'on ne sait pas!» répondit Cyrus Smith. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant, c'est cet ingénieur qui est initié aux sciences, initié à la rigueur, aux procédés de recherche scientifique, qui a cette notion, qui a cette connaissance, même plus qu'un savoir, il a cette connaissance. Que les choses ne sont pas si simples, que les choses sont complexes, qu'on sait quelque chose dans un cadre bien précis, mais que, la complexité du monde fait que ce petit cadre-là n'est pas représentatif de l'ensemble du monde. C'est vraiment un contexte précis qu'on a analysé, et c'est là où j'aime bien cette idée de se dire, et il dit: «Quel gros livre, monsieur Cyrus, on ferait avec tout ce qu'on sait». Effectivement, ça serait un gros livre, et là, j'adore quand il dit: «Et encore plus gros, et quel plus gros livre encore, avec tout ce qu'on ne sait pas!» répondit Cyrus Smith. Eh bien ça, c'est vraiment pour moi représentatif de la science. C'est vraiment, représentatif aussi de la vie, et de la production du savoir. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée-là de qu'on ne sait pas tout, qu'on avance avec ce qu'on sait dans d'une forme d'incertitude, et c'est justement, on revient à ce que je vous disais au début, c'est justement des fois, parfois, la rencontre d'un cadre théorique, un nouveau cadre explicatif, théorique, qui va nous amener à ouvrir notre perception et à nous faire prendre conscience que ce que nous croyons au départ, et puis savoir, et bien, finalement, il y a un autre pont à faire, il y a un autre monde à découvrir pour élargir et améliorer quelque part notre compréhension du réel, et c'est là où c'est très vraiment intéressant. Heu, dans ces vidéos de bric-à-brac, souvent je reviens sur cette médiocrité du monde du coaching dont j'en suis heu, assez triste, parce que ça a des conséquences clairement. Pour preuve, une des conséquences, c'est que la ma plus de 80 des coachs ne vivent pas de leur activité, et cela n'est pas une question uniquement de savoir se vendre ou de savoir vendre. Il n'est pas du tout cela. La première raison pour moi, c'est un problème de définition, elle est majeure. C'est un problème de définition. C'est-à-dire, comment voulez-vous savoir si vous faites du coaching, si vous ne savez pas définir ce que c'est que le coaching? Et là, c'est une problématique. C'est une problématique. D'autant plus que, bien sûr, je le reconnais, que vendre, valoriser ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, est important. Mais avant cela, avant de valoriser ce que vous savez faire, il faut savoir ce que vous savez faire. Et c'est là où toute la problématique pour moi, et autre chose, hem, pour moi, et ça serait assez utopique de pouvoir, enfermer le coaching dans une définition qui fasse consensus. Pour moi, c'est vraiment ça, là, relève de l'utopie, heu et pour moi même, je me pose la question, vous allez savoir pourquoi, et pourquoi je suis autant surpris et en même temps un peu déçu de ce monde-là du coaching, même en tant que coach. Pour moi, le mot, il est clair, c'est une médiocrité, c'est de la médiocrité. Heu, Moi-même en fréquentant ce monde, je suis devenu médiocre à un moment, j'ai perdu mes repères, et heureusement, j'ai eu de la chance. Heureusement, j'ai eu de la chance de tomber sur Philippe Mérieux, sur Serge Boimard, sur Alain Bentolila, sur d'autres personnes qui m'ont ramené sur un chemin qui me plaît davantage, un chemin dont je suis beaucoup plus, serein face aux repères dont j'ai, et dont, les connaissances, même si on ne sait pas tout, au moins ce qui est présenté ont une méthodologie sourcée, ont une présentation claire, et je sais ce qu'on sait, je sais ce qu'on ne sait pas. Je sais quelle est la limite de ce qu'on sait, je sais la limite de ce qu'on ne sait pas, et
Tout ça pour vous dire quoi? Bah, que comparé à la PNL, à l'analyse transactionnelle, bah, je préfère 100 fois plus les sciences de l'éducation. Mais ce que je veux vous dire, peut-être il paraît choquant, mais c'est quelque part, se faire ces vidéos, c'est une forme de thérapie, c'est une forme de canalisation de toute cette, tristesse, cette souffrance vécue en formation dont, au départ, je n'avais pas forcément les mots pour l'expliquer clairement. Les gens ne pouvaient pas forcément comprendre parce qu'il y avait tellement d'émotions. Mais aujourd'hui, au fil du temps, à force des discussions, j'ai compris exactement quels sont mes arguments critiques. C'est-à-dire cela dépasse le cadre émotionnel. Cela dépasse le cadre émotionnel. Quand je vous dis que 80 des coachs ne vivent pas de leur activité et ça, il est facile de s'en apercevoir. Il suffit de juste de regarder l'ensemble de la profession de coach. Vous allez voir, certains en vivent, bah, heureusement, mais ce qu'ils font, est-ce que c'est forcément ils savent ce qu'ils font? C'est la question. Est-ce que ces coachs qui vivent de l'activité qui dit de coaching, est-ce qu'ils savent ce que c'est le coaching? Ou est-ce qu'ils ont donné une définition à eux et dont ils font et ils disent que ça, c'est le coaching? Ça aussi, c'est important et tout ça, ce que je voulais vous dire quelque part, c'est comprendre qu'il existe de nombreuses définitions du coaching. Qu'il y a des fédérations qui ont essayé de tenter de encadrer cette profession, d'essayer d'y apposer une forme de définition. Et ensuite, vous avez à côté des personnes qui font du coaching et qui ont leur propre définition à eux. Et pour moi, heu, il faut choisir dans ces cas-là. Quand vous êtes un professionnel, il faut faire un choix. Et pour moi, avec le temps, comme je vous disais, je me suis posé la question, mais finalement, avec mes années de recherche, avec comment j'ai défini le coaching, comment je l'ai caractérisé, je me suis dit, mais est-ce que finalement le coach n'est pas un pédagogue? Et quand je me suis rendu compte de ce que c'est qu'un pédagogue, je vais vous dire très simplement, c'est Philippe Mérieux que j'ai découvert, qui m'a initié, qui m'a défini cela. C'est assez simple. Un pédagogue, c'est celui qui pense l'éducation et qui la pratique au quotidien. C'est pas plus difficile. Et en questionnant, je me suis dit, au début, pour vous dire, je me référais à la définition de ICF, à la fédération d'ICF. Mais quand j'étais en pratique, j'étais là, je me suis dit: «Mais ça n'a aucun sens de dire, ça n'a aucun sens cette définition, ça veut rien dire». Parce qu'en pratique, qu'est-ce que ça signifie réellement? Heu Qu'est-ce que c'est finalement le coaching alors? Ça veut dire quoi? Comment ça et c'est là, je me posais plein de questions, je me dis: «Mais c'est pas possible» et là, je me suis dit: «Ah, je fais une formation de coaching, et d'ailleurs une formation reconnue par l'État, RNCP avec un titre. Ça veut dire que ça a validé certains processus, ça a quand même, ça a été quand même validé par d'autres personnes qui sont externes à la profession. Que c'est il y a quand même un cadrage, il y a quand même un ensemble de compétences qu'ils ont, énumérées. Par contre là-dessus, je dois dire que oui, les compétences qui sont énumérées, je suis plutôt d'accord sur la liste. Il y en a 8. Avant il y en avait 12 chez ICF, ça a été réduit à 8. Les compétences, je suis, plutôt OK. Moi, ce qui me dérange, c'est la définition. La définition, normalement, c'est quand vous le lisez, vous devez comprendre immédiatement ce que c'est et ensuite, comment c'est, on y viendra après. Mais la première chose, c'est qu'est-ce que c'est? Et quand on lit la définition, on y com je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était que le coaching. Je n'arrivais pas. C'est fou, hein? C'est dit c'est en fait, vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable de se dire que je fais une formation, que je suis là, je suis coach et je me prétends être coach, mais je ne sais pas ce que c'est que le coaching. Je ris parce que c'est un rire de stress, parce que, finalement, c'est une déception, de d'avoir vécu une formation, qui dit formation dit pédagogie, d'une pédagogie aussi, j'allais dire le terme, hem, je MERDIC, pour voilà, pour pas dire le mot, pour pas être grossier, mais vraiment, à ras les pâquerettes, vraiment d'une, rigueur intellectuelle, n proche du néant.
Et quand je dis ça, je ris parce que c'est vrai, parce que je me dis: «Mais bordel, c'est fou!» Mais à ce moment-là, quand j'ai fait la formation, Heu, je n'étais pas en capacité et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est de se dire que c'est je suis d'ailleurs en contact encore avec le MCC. MCC qui veut rien dire. Pour moi, aujourd'hui, le MCC qui m'a formé, il est aussi, enfin, comment dire? Pour moi, il ne sait rien. C'est-à-dire, il a rien compris au coaching. Même aujourd'hui, en tout cas, on pourrait même affiner. Je ne vais pas dire qu'il a rien compris au coaching. Il a compris son coaching à lui et son coaching à lui n'a rien à voir avec ce que moi je considère comme le coaching. Nous sommes en parfait désaccord d'idées. Voilà, nous sommes en conflit avec le fondateur de cette école et également avec les formateurs qui sont adossés à cette école. Et d'ailleurs, heu, aujourd'hui, avant, une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui voulait devenir coach et moi, par rapport à ma façon de faire, je lui avais préconisé de: «Fais attention, dans le monde du coaching, il y a des charlatans et il y a des personnes qui ne savent rien et qui manipulent de manière grossière et qui appâtent les gens, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils font et qui créent des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui amènent des personnes à faire des dégâts psychologiques chez les gens». Moi-même, j'ai subi ces choses-là. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est important de le dire, que dans le monde du coaching, il y a pas des charlatans, il y a des gens qui croient profondément qu'ils savent quelque chose, mais qui ne connaissent rien et qui s'orientent sur des outils comme la PNL ou l'analyse transactionnelle. Moi, je vous le dis tout de suite, dès le moment où vous voyez un coach professionnel qui vous dit qu'il utilise la PNL ou l'analyse transactionnelle, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que non seulement c'est des pseudosciences, ici la question c'est se poser la question, est-ce que, je vais faire confiance à quelqu'un qui n'a pas eu suffisamment heu, comment dire ça? D'études ou bien de recherches, intellectuelles pour savoir distinguer ce que c'est qu'une pseudoscience et la science. Et pourquoi c'est si important? Parce que dans la science, on dit ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et on reconnaît ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et on le démontre par des méthodologies et on a un système de validation. Quand on va arriver à dire: «Ça, on le sait, dans tel contexte, dans tel cadre», on arrive à le définir, on a le cadre de l'expérience et cetera et cetera. Mais en PNL, on vous affirme des choses, non seulement sans source, mais comme des vérités profondes. En PNL, longtemps, ça a été décrié parce que ça reprenait des éléments de langage scientifique sans pour autant être sourcé et validé scientifiquement. Et d'ailleurs, c'est énormément. Il n'y a qu'à regarder et facilement quand vous allez taper PNL, vous allez si vous êtes un pro PNL, vous allez, pour éviter l'erreur de tomber dans le biais de confirmation, quelque part être dans la médiocrité, eh bien, vous n'allez pas chercher en quoi la PNL est vrai. Vous allez chercher en quoi la PNL est faux. Et quand vous allez regarder en quoi la PNL est une pseudoscience, en quoi la PNL est faux, clairement elle est faux et qu'il y a c'est une c'est et nombreuses personnes s'affichent en tant que pénalistes, mais pour moi ça a autant de valeur de se dire que, ben, en fait, je suis un pigeon qui me suis fait pigeonner. C'est exactement pour moi, c'est ça. Et c'est regrettable et c'est pour cette raison que j'en parle et que je le dis haut et fort. Ceux qui pratiquent la PNL et l'analyse transactionnelle, posez-vous la question sincèrement, en quoi votre pratique et quels sont les points, quels sont les éléments qui font que votre pratique n'est pas scientifiquement prouvée et valide et qui amène des problématiques quand vous accompagnez les autres? Quels sont ces critères que vous allez et surtout cela va vous demander quels sont vous, vos critères personnels qui vous font accepter ou non une croyance? On revient à la même chose et c'est ici où, pour moi, c'est important qu'un coach, quand il se forme, qu'il a quand même c'est la première chose qu'il doit avoir, c'est la définition de ce que c'est d'un procédé de recherche scientifique. Il doit comprendre les étapes de la recherche scientifique. C'est la première chose parce que
quand vous êtes face à quelqu'un, si vous n'avez pas ces précautions, si vous n'avez pas ces rigueurs intellectuelles, cette forme d'humilité au savoir, vous pouvez vite tomber dans une posture de gourou. Dans une posture de gourou. Pas gourou dans le sens, celui qui enseigne quelque chose. Gourou dans le sens, celui qui influence et manipule l'autre au détriment de l'autre pour servir sa propre cause. Et ça, c'est très, très, très important. Et j'en ai rencontré des personnes qui ont cette posture de gourou. Pour pas plus tard dire, quand je vous ai parlé de la question, «De quoi as-tu besoin?» clairement ici, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, si je vais rencontrer ces personnes, je vais pouvoir les pointer, les amener à se dire: «Mais quelque part, vous êtes sûr de ce que vous faites?» Vous vous êtes posé la question de ce que sont les répercussions de demander à quelqu'un: «De quoi as-tu besoin?» sans préalablement définir un cadre de sécurité, sans préalablement, regarder quelles sont vos intentions claires, vous n'allez pas les exposer et on vous connaît pas et vous êtes qui pour me poser la question: «De quoi avez-vous besoin?» Et c'est comme ça et vous voyez ce travail-là aujourd'hui, bah, je suis plus serein parce que j'ai écrit dessus et aujourd'hui, quand je vais arriver dans ces situations, je vais quand même reconnaître ces éléments. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Je vais essayer de reconnaître certains paramètres et ces paramètres et je vais faire preuve de spontanéité et là, je reviens à une idée très intéressante, heu qui est, écrire, c'est intéressant, c'est important parce que ça nous évite de penser en temps réel face à l'autre, surtout quand l'autre, on n'a pas confiance et quand l'autre va utiliser ces moments de réflexion où nous sommes fragiles, fébriles, pour nous imposer une façon de penser, pour nous imposer une trajectoire de pensée et nous enfermer dans quelque chose. Et c'est là où la question de quoi as-tu besoin est problématique, parce qu'elle nous enferme dans quelque chose. Il est vrai qu'elle peut être intéressante dans certains cadres, dans certains contextes, pour inviter l'autre à développer son propos et que nous apportons une écoute et que nous arrivons à comprendre réellement de quoi il a besoin, parce que nous sommes un professionnel qui veut comprendre le besoin de l'autre pour mieux l'accompagner. Mais quand vous êtes une école de formation et que la première question que vous posez à quelqu'un qui vient dans un événement et de quoi as-tu besoin, c'est le signe d'une forme de manipulation et c'est un rapport au pouvoir qui est inégal. C'est-à-dire vous essayez de vous imposer, d'imposer votre pouvoir sur l'autre et vous empêchez l'autre de pouvoir avoir cette liberté de penser parce que vous le dirigez quelque part. Dès le moment où vous posez la question de quoi as-tu besoin, vous dirigez la personne, son attention sur qu'est-ce qu'elle a besoin et vous sous-entendez qu'elle a besoin de quelque chose. Que quelque part, d'un point de vue vraiment inconscient, vous êtes en train de dire à la personne, je sais que ça ne va pas et dis-moi pourquoi ça ne va pas et sur quoi ça ne va pas. Vous êtes déjà en train d'enfermer quelqu'un dans cette étiquette de «ça ne va pas» et qu'il a besoin de vous pour aller mieux. Or, ces personnes, 2 personnes m'ont posé la question et plusieurs personnes ont posé la question à d'autres personnes, avec un grand micro, dont tout le monde ont pu entendre cette question et se dire: «Mais oh my God!» Et d'ailleurs, cette question a été posée à une coach et ça, c'était exceptionnel. On a vu cette posture de cette professionnelle qui on lui a demandé, «De quoi as-tu besoin?» La personne a dit: «Eh ben, de coacher vos collaborateurs» et et ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est une forme de réponse qui montre une forme d'agacement aussi, vous voyez? C'est à un moment donné, c'est fatigant, ces questions inutiles, ces questions qui, sont là beaucoup plus qui révèlent plus une insécurité que, et révèlent une ignorance aussi et qui veulent ce sont des questions qui veulent imposer quelque chose. Ça, c'est des questions qui veulent imposer quelque chose dans ce contexte-là. Comme je le dis, si vous n'avez pas un cadre de sécurité psychologique, c'est-à-dire dans un cadre où là, vous savez pertinemment que la personne est là pour vous accompagner, pour vous aider à vous exprimer pour pouvoir mieux vous accompagner. L'autre côté, c'est pas la même chose. J'espère avoir été clair là sur cette, partie-là. Tout ça pour dire quoi? C'est que, bah, finalement, qu'est-ce que j'apprends moi de tout ça? Je vous parle de tout ça, mais qu'est-ce que j'apprends? Et pourquoi je parle de tout ça? Vous vous en doutez sûrement! Comme, je rencontre de nombreuses personnes parfois qui veulent devenir coach.
et que je n'ai pas de ressources, mis à part Philippe Mérieux, je n'ai pas forcément de ressources à partager. Eh bien, la suite logique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que je veux moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Moi aussi apporter une façon de voir le coaching, une définition du coaching dont j'ai déjà partagé sur la chaîne et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je veux partager au monde quelque chose qui dépasse et qui ramène de la rigueur et amène de la science, amener de la science dans ce domaine nébuleux, ramener une certaine forme d'exigence professionnelle, et aussi proposer à tous, à l'ensemble de ces professionnels de coaching, une définition sur laquelle ils pourront s'appuyer pour avancer sereinement, sur lequel ils vont pouvoir retrouver des repères solides. Ils vont pouvoir retrouver des gens qui ne seront pas là pour les endoctriner, c'est-à-dire les amener du savoir performatif. Je le dis parce que je le dis, c'est vrai. Non, des raisonnements circulaires, des références, hem, n non valides scientifiquement. Il vaut mieux dire: «Je ne sais pas» qu'apporter une référence, qui est fausse, qui n'a pas été validée ou qui est dans la théorisation ou dans la méthodologie ont des failles. Ça a des répercussions sur la pratique du coach. Ça a la répercussion sur sa vision de ce que c'est que le coaching. Ça va lui amener une certaine idéologie, des certaines valeurs et sous couvert de ce beaucoup de ces coachs, qui font de la PNL ont peut-être c'est ce qui est le plus malheureux, croient sincèrement ce qu'ils font sont bien. C'est ça qui est le plus triste dans cela. C'est-à-dire, ils propagent des idées qui amènent d'autres personnes à être encore plus malheureux, à être encore plus à avoir des répercussions délétères sur soi et sur l'autre. C'est ça mon constat. Au-delà de l'émotionnel dont je vous ai partagé, au-delà de la critique, le vrai point ici, c'est ça, c'est que partager de la fausse information, partager, des croyances et non du savoir et non des connaissances, bien, ça a des répercussions sur l'autre et sur soi. Ça amène des suicides, ça amène des ruptures avec la famille, ça amène des ruptures financières, des problématiques, ça amène de la dépression, ça empêche d'aller consulter le bon professionnel au bon moment. Je ne suis pas là en train d'essentialiser que tous les professionnels du coaching sont comme ça. Je suis en train de dire, ici c'est important de le préciser, je suis en train de dire qu'il y a des courants de pensée dans le monde du coaching qui ne sont pas souhaitables, dont je ne souhaite pas, comme la PNL ou l'analyse transactionnelle. Ce ne sont pas souhaitables parce que cela ne repose pas, repose sur du vent. Et c'est des pratiques qui sont pointées par la Miviludes d'autant plus. Cela fait déjà 2 arguments que j'amène qui font que c'est déjà trop. C'est 2 arguments trop, c'est trop. À tous les coachs qui m'écoutent, donnez votre avis également, votre opinion. On pourrait en débattre d'ailleurs. Heu, non seulement, si vous ne savez pas ce que c'est que définir le coaching, bah, vous avez du mal à construire vos offres. Vous allez avoir du mal à choisir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je me forme également à l'écriture et je dois dire qu'une des premières missions d'un écrivain, d'un commercial ou autre, qui ont un projet de vente ou de mise en valeur de leurs idées, c'est déjà de se poser la question: «Ben, à qui je parle?» et ensuite, qu'est-ce que je propose? Et quand vous allez si vous avez une définition nébuleuse, vous ne savez pas la limite, où commence le coaching, où est-ce qu'elle s'arrête, quelles sont ses limites, comment voulez-vous développer cette sécurité éthique? Oui, l'éthique, la déontologie, ce n'est pas, pour paraître bien, pour paraître, professionnel. Non, 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 non. Le vrai la vraie chose, pourquoi certains professionnels vont se rattacher à une certaine déontologie, à une certaine éthique professionnelle, ce n'est pas pour paraître bien uniquement. La vraie raison, c'est pour avoir une protection, une garantie, une sécurité. Parce que si vous suivez ce cadre, de déontologie, cela vous permet de ne pas tomber dans des travers, ne pas commettre des erreurs qui sont imputables et imputées à votre pratique.
Si vous avez une pratique respectueuse, éthique, dans lequel vous savez exactement la pertinence de se faire accompagner pour coacher, de définir exactement qu'est-ce que c'est que le coaching, de savoir sa limite, eh bien, vous allez commettre moins d'erreurs et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Nous sommes dans cette c'est important de le rappeler également, dans ce bric-à-brac, c'est une forme de catharsis aussi pour moi, c'est une forme de thérapie, je l'ai dit, heu qui me permet d'exprimer certaines idées, certaines émotions qui paraissent. Je suis 100 sincère ici dans ma démarche et hem, ici, il faut bien comprendre que ces bric-à-brac, ce sont des idées. Heu, Ces idées vont prendre forme dans un ouvrage qui va paraître, dont je suis en processus d'écriture. Mais avant d'arriver à là, je ne suis pas encore loin de là, je suis déjà en train de comprendre comment présenter une idée, comment présenter le contexte du monde du coaching. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'un professionnel du coaching pour selon moi et quelles sont les différentes visions qui existent. Le but ne sera pas d'énumérer l'ensemble, mais de donner un certain panorama du monde du coaching et de donner un peu les travers aussi du coaching, il faut le dire. Et rappelez-vous, celui qui ne reconnaît pas que dans le monde du coaching, il y a des gourous, et oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais qui ne savent pas qu'ils le sont parce que ils n'ont peut-être pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui amène un raisonnement, qui amène une façon de les amener à réfléchir, qui les amène des questions, qui les apportent une certaine élévation intellectuelle. Parce que moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir rencontré les idées de Serge Boimard, de Philippe Mérieux et d'autres professionnels hem, peut-être que ces gens n'ont jamais écouté une parole de Philippe Mérieux, n'ont jamais écouté une parole de Serge Boimard et ce qui amène des problématiques. Parce que, pareil, on parle souvent de la communication non verbale, la communication non violente de Marshall Rosenberg. Mais c'est la même chose, c'est claqué au sol. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un cadre théorique qui n'est pas validé du tout par la science. Hem, Sous couvert qu'il a été psychiatre et cetera, avec des belles histoires, quand on lit son livre, on est on est là, on se dit surtout quand on a déjà lu d'autres personnes et on est là, on dit: «Oh mon Dieu, mais c'est quoi?» Mais au début, je ne savais pas et pareil, c'est pareil que j'étais là au début, bah, j'étais content, ça m'a fait ouvrir ma perception, ça m'a aidé au début. Au début, mais c'est après, avec, en me formant, en allant chercher, je dis: «Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette théorie, de communication non violente?» En fait, ça repose sur ça et mais c'est quoi ça? C'est enfermer les gens dans ça. C'est enfermer les gens dans leurs besoins, et c'est là, je me suis dit: «Mais c'est grave, en fait». C'est-à-dire moi, j'ai été, convaincu par cette technique au début, quand j'étais pas bien et c'est ça la différence. Je suis Pourquoi j'ai été convaincu? Parce que je n'étais pas bien, j'étais pas, heu à l'aise dans mon travail, je voulais m'en séparer, je voulais quitter, pour des raisons de vue visuelle. C'est-à-dire, il y avait une fatigue visuelle, au quotidien et c'était pas possible de poursuivre l'informatique parce que cela demande énormément de temps à passer sur un écran et visuellement, il m'était impossible de le faire et prendre le temps d'accepter cela, on n'est pas bien, on est en train de se remettre en question, qu'est-ce qu'on peut faire et cetera. C'est là que j'ai découvert ces outils et je me suis, intéressé, par exemple et aussi, bah, dans mon entreprise, il y a eu cette notion d'agilité qui est venue. C'est cette approche agile qui est venue et on m'a formé et tout ça, c'est de l'accompagnement de l'humain. C'est également, d'un point de vue de performance, mais aussi d'un point de vue, de cohésion, entre les membres et cela demandait des outils. Il y avait, par exemple, des questions que je posais à mon manager qui était: «Mais pourquoi quand tu poses une question, il n'y a personne qui répond, il y a un silence? Or la question elle est ouverte». Bah, en fait heu, aujourd'hui je sais pourquoi, mais avant je ne savais pas et quand je posais la question, lui non plus ne savait pas forcément. Mais il essayait en tant que manager de mettre en œuvre des situations et cetera. Mais ce n'était pas suffisant parce il y a un choix à faire entre performance et quelque part robustesse. Heu,
c'est la question d'une ESI, par exemple, d'une entreprise en informatique, elle est très claire. Ils sont là pour une question de performance financière. La place de l'humain, du bien-être, elle a été, un peu, comment dire? Heu, poussée par le gouvernement, par l'État, parce que, les politiques RSE, ce n'était pas quelque chose d'assez, courant que les entreprises vont le mettre en œuvre et cetera, parce qu'ils ont pas forcément l'intérêt. Ils le mettent en œuvre, ils ont un budget dédié parce qu'il y a une loi qui est là et qui protège les salariés, qui essaye de protéger, en tout cas, qui essaye de protéger les salariés en mettant en œuvre des applications, des lois, des processus, des procédés pour aider les gens. Hem il faut dire quelque chose de très important. Heu c'est vraiment très important. Je suis heureux, vraiment, je suis très content, de la tournure dont les choses, prennent. Pourquoi? Parce que finalement, je me rends compte que je suis aux prémices de mon potentiel, aux prémices de la découverte de la lecture, de l'écriture, à quel point c'est important, qu'est-ce que ça apporte. Je suis en train de me nourrir et de pouvoir ensuite bientôt, d'ailleurs c'est une forme de partage que je fais avec vous, de pouvoir présenter au mieux mes idées, au mieux de ce que représente pour moi le coaching et pourquoi c'est intéressant et pourquoi je veux l'amener dans le domaine du public, aux autres professionnels et défendre un coaching qui apporte des conditions émancipatrices et d'avoir un autre regard sur le coaching qui est déjà existant et qui est peut-être de l'ordre du déclaratif seulement aujourd'hui. J'aimerais passer un cap au-dessus, apporter vraiment un regard beaucoup plus rigoureux sur le monde du coaching et apporter ma plus-value. Et pour ce faire, j'ai compris une chose. C'est pour ça que je suis heureux. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir présenter ce qu'on pense et pourquoi on le pense. Et nous sommes le 5 juin 2026. À cette date, c'est un projet d'écriture qui est là, c'est-à-dire d'écrire un ouvrage sur le coaching. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les définitions qui existent? Quelles sont les limites? Déconstruire le coaching tel que nous le pensons, heu et conclure sur, une politique d'émancipation, un coaching d'émancipation. Voilà un peu où j'en suis et ouais, les éléments que je vous ai donnés à peu près, beh, ce sont des éléments aussi qui vont faire partie de l'ouvrage. Ouais, je suis en train de et c'est là, je suis vraiment heureux, je suis vraiment content parce que je suis passé d'un illettré qui ne savait pas user de la lecture et de l'écriture pour vivre une vie épanouissante et ben là, aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Je suis en train de procéder à ce décalage et je vais pouvoir accompagner d'autres personnes à faire ce pas et pas n'importe comment, à pouvoir exposer mes idées. Pourquoi je le fais de cette façon, pour quelles raisons, sur quoi je m'appuie et pouvoir accepter aussi la critique. La critique, elle est importante. D'ailleurs, j'ai partagé ma définition avec un autre professionnel et il a été, comment dire? Il y a des points qui ont marqué son attention et moi, une question que je lui ai posée, ben, c'est: «Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord?» Et là, ben, pas de réponse. Et c'est normal parce que, aller dans le conflit socio-cognitif, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nécessite soi-même de faire des efforts. Quand vous allez exposer votre critique et lui, je pense qu'il a une certaine rigueur, une certaine éthique, il veut pouvoir exposer sa critique de manière la plus, claire, nette, sourcée possible et ça, c'est appréciable, c'est appréciable. Et c'est là où voilà un peu les idées, si vous m'écoutez, voilà, si vous m'écoutez, et que vous êtes arrivé jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à commenter et venez discuter, si vous n'osez pas ouvrir votre caméra. Posez vos questions en commentaire, dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je vous répondrai, on prendra le temps et si je vous réponds pas, la session suivante, je prendrai le temps de faire de prendre le temps de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite
un bon week-end. Le prochain rendez-vous, c'est demain avec Mélanie, sur la chaîne, et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît, des préparations de contenu structuré arrivent, je suis content parce que je suis en train de je ferai d'ailleurs une vidéo prochainement, ça c'est sûr. A-t-on tous besoin d'un coach? Ça c'est sûr, ça c'est en projet, c'est en train d'écriture, c'est en phase d'écriture. C'est pas facile parce que c'est mes premiers écrits de script. Mais après, ça deviendra beaucoup plus simple quand j'aurai compris comment écrire, comment structurer mes propos, comment choisir quelle structure je donne, et cetera. Je suis en train de un peu de et je ferai une autre vidéo sur, si ça vous intéresse, abonnez-vous parce que ça sera très intéressant, pour ceux qui s'intéressent à l'écriture. Hem, Quelles sont les techniques rédactionnelles? Quelles sont les techniques rédactionnelles? Je vous partagerai mes sources et je vous dirai, c'est ce que j'ai compris et en quoi c'est intéressant et quel lien ça fait avec ce que moi je sais dans le coaching et dans la lecture et l'écriture. Et c'est un vaste sujet, c'est de vastes contenus qui arrivent. Mais pour ce faire, il faut que j'améliore, il faut que je progresse en écriture. Il faut que je progresse dans la façon de structurer mes séances de travail, mes séances d'écriture pour y arriver. Souhaitez-moi bonne chance. Je dois dire que je n'ai pas personne dans mon entourage, qui puisse m'enseigner cela. Mais qu'à cela tienne, c'est pas grave parce qu'il y a des livres, il y a des ouvrages, il y a des idées et c'est là où c'est puissant et c'est là où le coaching m'a aidé moi personnellement. Parce qu'en m'auto-coachant et avec Mélanie qui me coach parfois, ça me permet justement d'élargir ma perception et d'avoir recours à mon intelligence pour concevoir une situation pédagogique qui m'amènerait à me progresser, à me remettre dans une optique de recherche, de progression pour atteindre un but que j'ai choisi moi-même, pour moi-même et ça, c'est un plaisir, ça, c'est le luxe, ça, c'est la liberté de choisir parce que j'ai eu le choix. Je suis pas obligé de faire ça, mais je le fais parce que c'est stimulant, parce que ça m'aide à progresser et ça m'aide à mieux accompagner les autres. Ça, c'est sûr. Je vais fermer le live. Sur ce, bon week-end, bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Bric à brac d'idées. Au revoir.